Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce quatrième et dernier webinaire qui est consacré au GDS et que nous avons organisé donc Axis Odyssée en partenariat avec Sabre. Alors pour aborder aujourd'hui cette dernière thématique qui est l'importance du GDS, du choix du GDS dans le déploiement d'un outil de réservation en ligne. J'ai la chance aujourd'hui donc d'être accompagnée de Pierre-François Verbeck de chez The Trip. Bonjour. Merci. Et donc également Pierre Ménage de chez Raidou, qui est vice-président Bonjour, des enchanté. opérations. Voilà. Donc merci à tous les deux et merci à vous qui nous écoutez. On va effectivement avec nos deux intervenants voir quelles sont vos visions chacun et puis surtout aussi quels sont vos conseils sur cette thématique aujourd'hui. Alors Concur ne pourra malheureusement pas être présent avec nous comme annoncé. Mais effectivement, autre information qui est importante, c'est que vous pourrez visualiser ce replay depuis la page Axis Odyssée sur la rubrique News. Alors, je reviens rapidement sur les 3 derniers webinaires que nous avons organisés donc avec Sabre sur cette thématique du GDS. Nous avons pu donc aborder, en tout cas replacer le GDS dans son écosystème. Quelle est la place du GDS aujourd'hui? Nous avons pu également aborder le futur du GDS, avec notamment les notions d'API et de NDC. Donc, ces webinaires-là, comme je vous ai dit, sont disponibles de nouveau sur notre page Internet Odyssée. Et avant de commencer avec Pierre et Pierre-François, n'hésitez pas également tout au long de cette session à poser vos questions. Vous avez sur la droite de votre écran un chat qui vous permet de poser vos questions en direct. Nous répondrons donc à ces questions à la fin de la session. Alors pour commencer donc à tous les deux sur cette thématique, j'ai envie de vous poser la question de savoir aujourd'hui quelle est votre vision, parce que vous êtes aujourd'hui, vos SBT aujourd'hui sont des acteurs majeurs du marché, donc des acteurs majeurs, pardon, des OBT majeurs du marché. Donc un OBT, pour ceux qui ne seraient pas forcément familiers avec l'acronyme, ce sont des outils de réservation de voyage. Et donc ces deux outils ont la particularité d'être assez agnostiques vis-à-vis des GDS. Alors Pierre-François d'abord, quels sont les impacts aujourd'hui d'un choix technique de GDS quand on met en place un outil? Alors, merci beaucoup pour cette question. Alors, tout d'abord, je vais juste présenter 2 secondes donc The Trip. Donc, je suis directeur général de The Trip, qui a été créé il y a 6 ans. Donc, on est éditeur logiciel français indépendant dans le business travel. Effectivement, la genèse de The Trip, il y a 6 ans, c'était de créer vraiment un outil qui soit simple à installer, simple à utiliser, et qui est les codes justement éco-responsables, qui sont maintenant des enjeux majeurs pour toutes les entreprises. Et donc voilà, c'est vraiment pour ça qu'on a créé The Trip, et c'est pour ça maintenant qu'on le déploie. Et notre particularité, c'est vraiment d'équiper les agences business travel avec notre outil pour mieux servir justement leurs clients. Donc, on est vraiment en modèle indirect. Voilà, c'était juste pour repositionner donc The Trip. Alors, pour répondre à la question, effectivement, intégrer un GDS, c'est pas anodin parce qu'effectivement, nous, en tant qu'éditeur logiciel et fournisseur d'un OBT, on est obligé de jongler un peu avec tous les contenus pour vraiment proposer donc les meilleures offres à nos clients finaux. Et pour ça, effectivement, la brique GDS est la brique primordiale, parce que déjà, le GDS, c'est quelque chose qui est très structurant pour les agences business travel. En général, elles font beaucoup d'offline sur le GDS, et c'est lié effectivement à tout leur process et jusqu'à la facturation. Donc, effectivement, nous, en tant que SBT, on est obligé effectivement de prendre en compte un peu ces particularités-là et de s'intégrer au mieux dans le workflow de l'agence. Donc, ça a quand même un impact technique, ne serait-ce que ce workflow-là, de s'y intégrer, d'être le plus fluide dans le workflow de l'agence, y compris le SAV, qui est quand même un point important. Après, donc les impacts techniques, c'est effectivement, il faut c'est plus ou moins facile à intégrer un GDS. Il faut effectivement qu'il y ait des web services qui soient bien documentés. Et il faut aussi qu'il y ait un support, si possible, local
qui soit à notre portée pour qu'on puisse justement l'intégrer plus facilement. Donc, il faut quand même des ingénieurs chez nous qui travaillent là-dessus. Il faut aussi qu'on piocher chez les GDS les meilleures offres qui soient cohérentes avec notre offre produit. Donc, c'est-à-dire que les GDS, en général, sont multi-services. Donc, il faut que, voilà, piocher sur le airline, le train, hébergement, location voiture, enfin, toutes ces offres-là pour justement l'intégrer et que ce soit cohérent en termes d'offres produits. Les fonctionnalités aussi du GDS. Il y a effectivement des GDS qui proposent des fonctionnalités, des automatismes qui peuvent nous servir, nous, en tant que SBT. Donc ça, c'est pareil, il faut l'appréhender aussi et pouvoir le proposer dans notre SBT. Et aussi, le point important, c'est la maintenance des sources du GDS. C'est pas, en fait, le travail est vraiment continuel. Hein, c'est pas seulement intégrer les sources GDS, mais aussi faire vivre les données GDS. Il y a de l'énergie, il y a des efforts à intégrer en tant que fournisseur SBT. Voilà. Donc, c'était un peu long, mais pour expliquer un peu tous les impacts techniques. Merci. Et donc, du coup, Pierre, toi, pour toi, quel est l'intérêt d'un choix d'un GDS plutôt qu'un autre? Alors, l'intérêt d'un choix et l'impact donc technique sur un OBT, alors il est assez important et je dirais pour nous c'est assez frais en fait parce que on a construit, je dirais, Raido initialement sur une base Amadeus et on va là être opérationnel Sabre dans les semaines à venir et donc on a dû faire tout un travail en fait de recherche dans l'architecture de ce qui avait été entre guillemets hard-codé Amadeus et de rendre tout ça paramétrable pour justement pouvoir associer différents types de flux. Et donc, on s'est vraiment rendu compte que, effectivement, initialement, on avait construit quand même pas mal de logique sur la base du GDS initial Amadeus et qu'il fallait voir les choses de façon un peu différente parce qu'effectivement, les GDS apportent tous, on va dire, de l'aérien, du rail et tout ce que vous voulez, mais ils vont traiter cette information de façon assez différente et donc il faut adapter vraiment l'outil à ça. Ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que, étant également une plateforme hôtelière qui a toujours été elle aussi GDS agnostique et même source agnostique, on avait en fait déjà dans notre ADN le fait de créer en fait un layer au-dessus de la couche source qui nous permet justement de pouvoir jongler avec ces différents éléments. Et comme le disait Pierre-François, effectivement, le point majeur derrière, une fois qu'on a attrapé le contenu, c'est comment est-ce qu'on va rendre ça à l'agence pour qu'elle puisse faire passer ça dans tous ses robots, pour faire une bonne facturation, des bons reporting. Et donc, en fait, tout ça derrière, c'est extrêmement important pour les corpos également, parce que si on n'intègre pas bien les choses, derrière, le résultat pour la corpo, c'est peut-être un reporting qui fonctionne mal, des facturations qui ne sont pas bonnes. Et donc, il y a vraiment une clé pour l'OBT de bien maîtriser son GDS pour que l'agence derrière soit en mesure d'avoir vraiment une information suffisamment riche pour qu'elle puisse délivrer tous les autres services qu'elle donne aux clients corpo. Donc là, je vais faire écho aux années passées et on apprenait notamment que Air India, par exemple, ne serait plus distribué par Amadeus, puis distribué de nouveau par la suite. Ça a été le cas aussi avec Emirates et Sabre. Alors, j'ai envie de vous poser la question d'abord à Pierre. Comment vous adaptez-vous aujourd'hui aux fluctuations constantes des relations entre les fournisseurs primaires que peuvent être les compagnies aériennes, mais pas que, et les GDS? Et la même question ensuite concernant les accords entre les GDS et les TMC, les agences de voyage. Est-ce que ça a des impacts à votre niveau sur la partie SBT? Alors, tout à fait. En fait, je pense qu'on a compris, hein, le GDS, c'est vraiment l'épine dorsale de l'infrastructure d'une agence de voyage. On sait que dans le monde du travel, beaucoup de choses changent, mais on sait aussi, et pour moi, il y a un exemple qui est l'application SNCF. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est faire des changements énormes au niveau des utilisateurs, sinon ils sont complètement perdus. Donc, un gros travail de notre côté en tant que solution SaaS, c'est de maîtriser totalement, je dirais, l'écran qu'on va donner à l'utilisateur. Lui, on le maîtrise et quoi qu'il se passe derrière, que des deals échangés, qu'on doive aller chercher le contenu chez du Hitchhiker plutôt que du Travel Fusion ou d'autres players encore, au final, pour le client, c'est la même chose. Un client chez nous qui va accéder à du contenu Trendline, Benerail ou Direct SNCF, Direct Trenitalia, au final, son écran de réservation sera exactement le même. Il n'y a pas de punch-out ou autre. Et donc, c'est vraiment le travail qu'on va faire, nous, avec les agences. On va discuter avec elles, on va comprendre effectivement, elles ont quelquefois des impératifs d'avoir un nouveau type de flux. On va essayer de comprendre comment tout ça peut s'intégrer
dans la solution. Et à ce moment-là, on va même être, je dirais, on va jouer un rôle de conseiller vis-à-vis de l'agence, mais également vis-à-vis des players. Moi, il m'arrive de discuter quelquefois avec Air France, de leur faire comprendre la problématique, par exemple, quand on met du NDC, de comment on rentre cette information-là dans le mid-office de l'agence. Pour les corpos, ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est extrêmement important parce que ça permet derrière de récupérer tout le flux pour vous faire des factures justes, vous donner des reportings et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, on a aussi ce rôle-là, on est un peu au cœur du système et on voit un peu les problématiques et on essaye d'aider chacun pour que tout ça, au final, soit une machine bien huilée et que le client, l'utilisateur, il appuie sur son bouton et entre guillemets, il trouve ce qu'il faut. Est-ce que tu veux compléter, Pierre-François, s'il te plaît? Oui, alors, donc pour compléter ce que dit Pierre, donc, je suis tout à fait en ligne avec ce que dit Pierre. Alors nous, effectivement, sur la partie GDS, donc je reviens là-dessus, donc on est effectivement 10 GDS, hein, donc on est Sabre initialement et on est Amadeus maintenant depuis 2 ans. Et voilà, donc ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que effectivement nous, voilà, on est vraiment les architectes du contenu et effectivement, il faut que la maison présentée entre guillemets aux clients finaux, aux corpos, soit effectivement la meilleure possible et que derrière, effectivement, peu importe les composants qu'on utilise, il faut non seulement il y ait une exhaustivité de l'offre qui soit très bonne, en tout cas aussi bonne que ce qu'on pourrait trouver sur le grand public, puisque c'est ça aussi le risque, hein, c'est que en tout cas les quelques SBT proposent des offres qui sont un peu hors du temps hein, par rapport à ce qu'on pourrait proposer sur du grand public. Donc nous, effectivement, notre particularité, c'est vraiment d'être agnostique, mais aussi de proposer un éventail d'offres, y compris des offres modernes, comme par exemple les brokers sur la partie location de voiture, quoi. Enfin, tout un tas de choses que le grand public pourra retrouver lui-même et ne comprendrait pas qu'il retrouverait sur un outil professionnel. Donc ça, c'est une chose importante. Et après, effectivement, il faut être vigilant sur le côté prix. Il faut proposer des offres, mais qui soient aussi cohérents avec ce que pourrait trouver quelqu'un donc sur le marché grand public. Donc nous, comme l'exhaustivité et le prix il faut qu'on les gère en permanence. C'est après, derrière, que les GDS nous proposent les bonnes offres. Et donc, si effectivement ça répond à ces deux critères, l'exhaustivité et le prix, on est bon. Et après, effectivement, il y a quelquefois des trous dans la raquette. Et là, effectivement, on se sert, comme le dit Pierre, d'autres sources de contenu pour essayer de compléter l'offre, voire avoir des offres, je dirais, en secours si effectivement on peut avoir, si on a des soucis techniques sur des sources. Mais en tout cas, vis-à-vis du corpo et vis-à-vis du client final, il faut que ça soit identique, il faut qu'il ait un service qui soit toujours disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. Pour compléter ce que dit Pierre, mais en tout cas, on se rejoint sur un peu. C'est ça, mais c'est vrai que c'est juste effectivement le fait que le principe effectivement que l'exhaustivité de l'offre, c'est le nerf de la guerre hein, finalement. Vous qui nous regardez, qui êtes entreprise, qui êtes peut-être acheteur travel ou travel manager. Par exemple, effectivement, ça peut être un challenge que vous pouvez avoir en interne. Hein, voilà, l'exhaustivité de l'offre. J'ai besoin de retrouver telle compagnie aérienne, telle compagnie ferroviaire, et retrouver aussi les meilleurs tarifs pour que l'offre, exactement, pour que l'offre de service que vous avez mis en interne ne soit pas non plus trop challengée par vos collaborateurs. Ça, c'est certain. Alors justement, Pierre-François, vous avez évoqué tout à l'heure le fait de compléter éventuellement l'offre des GDS par d'autres contenus, d'autres sources. Alors Pierre-François, pour commencer, pour l'avenir, est-ce que votre objectif en tant que SBT, c'est plutôt de renforcer les partenariats avec les GDS, éventuellement combler les éventuels retards qu'il pourrait y avoir, et notamment sur la partie service après-vente, ou est-ce que c'est plutôt explorer d'autres pistes, d'autres liens justement, pourquoi pas direct éventuellement? Alors, encore une fois, nous, on est vraiment au centre du jeu entre les sources et ce que veut le client final. Et effectivement, il faut que l'offre soit la plus exhaustive avec un prix compétitif. Donc là-dessus, en partant de là, on est obligé de toute façon de travailler avec les GDS parce que depuis la nuit des temps, on crie, enfin il y a des gens qui disent que les GDS vont disparaître, mais en fait les GDS ont toujours de l'importance et les agences sont vraiment bien, enfin
l'ont comprise depuis longtemps et pour elles, c'est vraiment le nerf de la guerre de travailler avec les GDS. Donc, on se doit et on veut continuer justement les relations avec les GDS. Et c'est à eux, effectivement, de nous donner le maximum de contenu, le maximum d'informations sur leur roadmap et sur ce qu'on pourrait nous intéresser en termes d'offres et en termes de fonctionnalités. Donc ça, les GDS, ça reste et ça restera de toute façon quelque chose d'important pour nous. Après, effectivement, nous, on essaye d'apporter des solutions donc innovantes, par exemple sur l'éco-responsabilité, etc., ou sur des nouvelles offres qui arrivent effectivement dans la rue ou autres. On entend parler énormément des problématiques low cost, mais aussi il y a le NDC dont on parle depuis maintenant pas mal d'années, qui n'est pas forcément simple. Ce qu'il faut, c'est comprendre que c'est pas le tout d'avoir un contenu, il faut que ça soit gérable de A à Z, y compris le SAV, etc. C'est-à-dire que le NDC, on sait très bien que c'est pas le tout d'avoir des prix, mais il faut que ça soit géré et qu'on puisse faire du SAV. Sinon, ça sert à rien d'avoir un contenu si derrière l'agence n'est pas capable effectivement de reprendre les billets, de les modifier, etc., etc. Donc voilà, donc en fait, il faut avoir toujours une vue macro de la gestion des dossiers pour qu'effectivement, comme le disait Pierre, que le client final, il soit toujours bien servi et qu'il n'ait pas une excuse en disant bah non, on a intégré cette offre-là et on ne saura pas modifier ou annuler votre billet parce que c'est trop compliqué, etc. Et cet agrégateur-là ne le propose pas, etc., etc. Donc c'est pour ça que les GDS, en tout cas, le gros intérêt pour nous, c'est que les GDS, ils ont la particularité d'avoir une vue macro de l'agence en général, le côté SAV et autres. Donc ça, c'est pour nous, c'est un facilitateur. C'est pour ça que le GDS est quand même indispensable. Les agrégateurs, effectivement, permettent de le faire. Il n'y a pas que les agrégateurs, il y a aussi les sources de contenu. Hein. On parle beaucoup de SNCF avec des choses particulières hein, qui arrivent et qui sont très complexes au niveau tarifaire, etc., etc. Nous, on a choisi d'être en direct avec la SNCF pour justement proposer aux clients quelque chose de ISO de ce qu'ils pourraient trouver sur l'offre SNCF. Peu importe si on passe par un GDS SAV ou un GDS Amadeus. Donc voilà. Donc il y a les agrégateurs, il y a les sources donc directes, il y a les GDS et donc nous on est obligé en permanence de jouer avec tout ça. Mais en tout cas les GDS pour moi ça reste un acteur primordial et sur lequel il faut continuer à se développer. À s'appuyer. Ouais. Et donc Pierre, du coup côté Rydoo, quelle est votre stratégie pour cet avenir? Alors, nous, notre stratégie produit, elle est orientée sur trois acteurs majeurs pour nous, hein, qui sont l'utilisateur, l'entreprise et l'agence de voyage. Donc, c'est vraiment, quand on réfléchit à comment on fait évoluer la solution, je dirais, et c'est d'ailleurs un peu entre guillemets dans cet ordre-là, l'utilisateur d'abord et ensuite, je dirais, l'entreprise qui a en général envie que son utilisateur soit heureux, mais qui a aussi des attentes en termes de capacité de saving, de suivi, de workflow, d'approbation et ainsi de suite. Et l'agence de voyage, la TMC, qui elle veut bien sûr tout ça parce qu'elle veut pouvoir offrir tout ça à ses clients, mais elle a également besoin d'une intégration complète, d'être capable d'aller chercher tous ces accords et de pouvoir donner, je dirais, toute la puissance de son contenu à l'agence. Donc, on va vraiment se focaliser là-dessus et donc, bien sûr, le GDS va être un élément dans notre architecture pour délivrer ces promesses à ces trois acteurs majeurs. On est encore maintenant beaucoup tributaire, je dirais, du PNR, par exemple, et du fait qu'il faille mettre dans le PNR toute l'information pour que l'agence derrière puisse l'absorber. Mais on ne se limite pas à ça. C'est-à-dire maintenant, nous aussi, on fait des intégrations directes dans les mid-office des TMC pour que justement, ce qui ne peut pas passer sur un PNR, un contenu NDC ou d'autres types de contenus, puisse rentrer quand même dans le mid-office de l'agence pour qu'elle puisse servir le client, payer ces fournisseurs-là, facturer ce service au corpo. Et donc, on va, je dirais, travailler sur un travail d'assemblage, en fait, en essayant de prendre je dirais, le fondamental du GDS et rajouter des briques au-dessus. Tout ça, bien sûr, reste totalement invisible pour le corpo et l'utilisateur final. Pour lui, il sélectionne dans un même écran, on va pouvoir lui amener des sources différentes
Et quand il va réserver ça, c'est notre système derrière qui va aller chercher l'information, passer ensuite les bons scripts soit sur du GDS, soit sur d'autres types de sources. Et derrière, tout ça est consolidé au niveau de l'agence pour qu'elle puisse, elle, derrière, faire tout le service après-vente et ainsi de suite. Donc, notre travail, c'est vraiment, avec toutes les équipes de développement qu'on a en Pologne, c'est vraiment de s'assurer que toute cette logique, elle tourne et que surtout qu'elle soit invisible pour l'utilisateur. L'utilisateur, lui, ce qu'on sait, c'est qu'il veut avoir effectivement, comme disait Pierre-François, du contenu au bon prix, avec les bonnes disponibilités. Et ça, on pense qu'en travaillant sur cet assemblage, ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs, je pense que le GDS ne remet pas ça en cause, que ce soit Sabre, Amadeus ou Travelport. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas tout faire, qu'il y a certaines nouvelles solutions qui arrivent sur le marché, qui sont très demandées, qui ne font pas absolument partie de leur offre. Et donc, c'est notre travail, je dirais, d'assembler tout ça pour le livrer aux clients. Ok, c'est très clair. Alors, on s'est effectivement tout à l'heure adressé à vous, entreprise corpo. Donc, finalement, vous êtes le client final aussi des SBT. Donc, ce webinaire, on a essayé de lui donner une vocation assez pédagogique. Donc, encore une fois, je vais m'adresser à vous, clients finaux, entreprises. Vous avez peut-être aujourd'hui comme projet la mise en place d'un SBT, d'un OBT. Avez-vous, donc Pierre-François d'abord, des conseils donc, à donner à ceux qui nous écoutent, qui ont ce projet-là voilà, quels sont les conseils pour le choix d'un OBT vis-à-vis justement des GDS qui sont utilisés par ces OBT respectifs? Ouais. Alors, de toute façon, enfin, au tout début, il y a effectivement un audit qui doit être fait au niveau des besoins du client. Donc, je dirais que c'est le côté un peu classique d'une démarche commerciale, hein, où vraiment il faut bien comprendre l'organisation du client, ses enjeux en tant qu'entreprise, ses enjeux de mobilité, ses enjeux aussi au niveau de l'éco-responsabilité. Pour le coup, nous, c'est une marque de fabrique qui est importante chez nous. En tout cas, on donne vraiment tous les outils pour que l'entreprise soit prête pour ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on développe et qu'on va encore plus développer ces prochaines semaines. Voilà, donc une fois qu'on a compris comment le client travaille, parce que ça peut être un industriel, ça peut être un consultant, ça peut être quelqu'un qui travaille qu'en France ou à l'étranger, quelqu'un qui justement a besoin de partir en mission un peu à droite à gauche et qui a besoin d'un éventail de services qui peut être le train, l'avion, l'hébergement, location de voiture, enfin, tout mixé, etc. Voilà, donc, et il y en a d'autres qui sont plus des entreprises qui sont plus sur d'autres continents et qui ont une particularité d'avoir accès à des tarifs qu'on pourrait aussi intégrer chez nous. Donc tout ça, en fait, ça vient nourrir un peu l'audit qu'on fait. Et à partir de là, ou bien effectivement le client est déjà chez une agence, et ben là, effectivement, l'agence qui peut être ou mono GDS ou bi-GDS ou tri-GDS, effectivement, on voit quel est le GDS qui est le plus approprié s'il y a déjà des choses sur étagère qui existent. Après, effectivement, on est amené aussi à développer des choses vraiment pour le client final. Hein, si effectivement le client final nous demande des tarifs de particularités, etc. Et on a beaucoup de choses, notamment dans le secteur public, qu'on a remporté, voilà, sur le côté aussi personnes sous handicap. Donc pareil, on a intégré ça puisque on a des clients justement dans ce domaine-là, que ce soit dans le domaine public ou privé, ou des choses, des ONG, etc., etc. Donc tout ça, en fait, on l'intègre. Nos développeurs ensuite le mettent en roadmap et avec l'aide du GDS. Et ensuite, effectivement, on les offre donc au niveau du client. Il faut effectivement que aussi au niveau de l'offre du client, ça soit le plus facilement trouvable, hein, ces tarifs-là, etc. Le but, et ça, c'est vraiment notre particularité, c'est que l'interface client soit toujours la plus simple possible. Il ne s'agit pas de recréer ce qu'on critiquait nous à la base quand on a créé The Trip, de recréer un énième ASBT sur lesquels c'est un peu le feu d'artifice de fonctionnalités où le client final ne comprend plus du tout comment l'utiliser. Donc voilà, donc il faut vraiment qu'on parle sur la partie ce qu'on appelle UX, la partie expérience utilisateur. Il faut que ces tarifs-là soient facilement utilisables et retrouvables. Donc voilà, donc tout ça en fait, ça vient nourrir les fonctionnalités qu'on sera amené à développer avec le GDS. Et après, il y a effectivement des fonctionnalités que des GDS proposent plutôt. Enfin, il y en a chez Amadeus, Sabre et autres. Et là, effectivement, on est amené aussi à proposer
proposer ça et dire, voilà, bah, avec ce GDS-là, vous pourrez faire ça en termes de tarifs ou autres, et d'autres d'une autre façon. Donc, c'est ça. C'est non seulement côté quanti aussi de l'offre, mais côté quali aussi de l'offre qu'il faut qu'on paramètre en fait en fonction de ce que veut le client à la base et en fonction de l'audit qu'on sera amené à faire. Ouais. Ok. Pierre, quels sont tes conseils justement sur ce choix du SBT vis-à-vis des GDS qui sont utilisés? Alors, je pense, comme le disait Pierre-François, les GDS, je dirais, ils sont partis tous de la même chose. C'était livrer du billet, passer de la livraison papier d'un billet à une livraison électronique. Et ensuite, je dirais, ils ont pris quand même des stratégies très différentes. Et donc, si ils essayent tous de couvrir, je dirais, les mêmes types de contenus, le rail, l'aérien et ainsi de suite, ils vont avoir des logiques très différentes de présenter ça et pas toujours les mêmes réalités, les mêmes fonctionnalités, effectivement, selon le contenu. Donc, tout ça pour dire que effectivement, le GDS qui va être utilisé par l'agence, qui va ensuite se connecter avec l'OBT, peut avoir un impact très important sur la capacité ou non de résoudre un certain nombre de challenges que peut avoir le client corpo. Ce que je dirais, c'est que probablement à un niveau national, l'agence avec laquelle vous travaillez en tant que client corpo, ben, elle connaît son GDS et donc elle va savoir vous orienter, vous dire voilà, on fonctionne avec celui-là parce qu'il nous permet de faire tous les services qu'on souhaite faire. Par contre, effectivement, probablement qu'à un niveau international, il faut se reposer la question parce que si votre agence est très entre guillemets sur l'un et pas trop sur l'autre et que vous souhaitez aller sur des pays où au contraire on sait que peut-être le contenu ou certaines fonctionnalités sont pas réellement disponibles, là-dessus je pense qu'il faut se poser la question, pas en discutant simplement avec nous, hein, mais bien sûr également avec l'agence. Je pense que c'est vraiment un truc à trois et voir quelles sont les meilleures options. Nous, on dit jamais à une agence ou à un client mettez du rail doux partout. On n'a pas cette prétention. Il y a certains endroits où on sait qu'on va être très fort et qu'on va réussir à résoudre tous les problèmes. Et sur d'autres, on sait que ça va être plus problématique. Et même en France, on retrouve ça. Hein, sur la SNCF, on sait très bien que tous les GDS ne fonctionnent pas de la même façon avec la SNCF, ne sont pas capables de faire le même type de service en after sales. Et donc, il faut être conscient de ça, poser des questions et effectivement se dire oui, il y a un impact, mais voilà, avec une discussion raisonnable entre les parties, on arrive à trouver les meilleures options. Oui, c'est tout à fait clair. Et donc, effectivement, là, on vient de parler à travers toutes les questions qu'on a évoquées du fait que ce marché, finalement, sur lequel vous êtes et sur lequel Axis Odyssée également, c'est un marché qui est en constante évolution. Le GDS en est la preuve. Hein. Le GDS, comme vous l'avez dit, Pierre-François, doit vraiment presque se réinventer aussi pour continuer à exister, on en a parlé, pour continuer aussi à proposer l'offre la plus exhaustive pour le client final, on en a parlé également. Alors, justement, on va adresser maintenant l'avenir. Comment est-ce que vous voyez, d'abord Pierre, justement l'évolution de ce GDS sur les 5 prochaines années, si on se donne une échéance? Oui, alors, ils seront là, hein, ça c'est sûr. Oui. C'est quand même des géants, des capacités de traiter une masse incommensurable de données à la seconde. Enfin, personne n'est capable de les remplacer à l'heure actuelle. Et donc, je pense qu'ils sont là pour longtemps. Et ils restent effectivement extrêmement structurants, on l'a vu, sur je dirais, le fonctionnement d'une agence de voyage. Moi, ce que je vois dans les 5 prochaines années, je pense que et on a vu beaucoup d'activités chez tous. Hein. Il va y avoir une ouverture sur le monde extérieur. Je pense que même si tous les GDS essayent de développer, je dirais, toutes les activités de vente d'hôtels, travel hub et ainsi de suite, au final, on se rend compte qu'ils voient bien que sur certains éléments, ils ne vont pas être capables absolument de tout faire. Et donc, on voit qu'ils développent beaucoup de web services pour pouvoir s'ouvrir à d'autres solutions. Et je pense que ça va être une étape importante. Également, la capacité d'interfacer le GDS avec beaucoup plus de mid-office, donc de back-office des agences. Tout ça, en fait, on sent, voilà, je pense que ils sont très forts, mais ils savent très bien, je dirais, comme tout écosystème, qu'on a besoin également de travailler avec les petits, un peu innovants, plus flexibles, plus agiles. Et je pense qu'on va trouver ça et probablement plus d'ouverture de leur côté, ce qui sera extrêmement bénéfique, je pense, tant pour les agences de voyage que pour les clients finaux et les utilisateurs, et bien sûr pour des solutions OBT comme les nôtres, parce qu'on voit aussi que
quand les choses évoluent, les API sont mieux faites, sont plus faciles à intégrer, les explications sont mieux données. On voit aussi dans les équipes, je pense là au support qu'on a en ce moment de Sabre, qui est exceptionnel pour nous aider à mettre en place et à finaliser toutes les fonctionnalités. Voilà, je pense qu'il y a vraiment un travail d'ouverture qui a déjà été enclenché et je pense va se renforcer dans les 5 prochaines années. Ok. Pierre-François, côté The Trip, quelle est votre vision justement sur cet avenir avec les GDS? Alors, notre vision, c'est effectivement un GDS, les GDS, donc effectivement, seront toujours là demain et on aura toujours besoin, effectivement, ne serait-ce que effectivement pour respecter un peu le workflow des agences et le côté un peu offline et tout ce dont elles ont besoin. Après, effectivement, il y a toujours, on voit qu'il y a une remise en question un peu du contenu. Je dirais, parce qu'effectivement, sur tous les services, que ça soit avion, train, hébergement, location de voiture, tous ces contenus-là, tous ces services-là changent énormément parce qu'il y a plus d'offres et parce que l'offre locale, quelquefois, d'un pays, pour y avoir accès, on n'a pas trop d'autres choix d'aller chez un agrégateur ou d'aller chez une marketplace qui pourrait le proposer. Donc ça, je dirais que c'est un peu la situation à l'heure actuelle où nous, effectivement, on est obligé d'aller sur ces contenus-là pour effectivement le renvoyer ensuite sur le GDS, qui ensuite, lui, va dans le workflow de l'agence, etc. Donc ça, c'est un côté important qu'il faut avoir en tête et de toute façon qui va être amené à s'accélérer. On voit de toute façon entre les micro-mobilités, etc., qui fleurissent depuis même avant Covid et maintenant qui vont encore plus s'accélérer avec ce qui a lieu avec le télétravail, etc. Il y a énormément de choses qui arrivent et le GDS va pouvoir proposer des choses, mais il y aura de toute façon des offres alternatives ou complémentaires à proposer. Donc nous, ce qu'on veut, en fait, ce qu'on pense, c'est que le GDS, il se doit d'être une espèce d'écosystème technique sur lesquels nous, on est greffé, avec déjà les web services qu'ils proposent, que ce soit Sabre, Amadeus, proposer des services qui sont déjà bien fournis. Comme le disait Pierre, le côté support, c'est super important. C'est-à-dire que nous, on est une petite équipe, beaucoup plus petite que Raido, et on a besoin d'avoir une proximité avec les équipes techniques pour qu'effectivement, dès lors qu'on découvre quelque chose ou qu'on veut une fonctionnalité, on puisse toujours avoir accès à ça. Donc, je dirais que le GDS doit aussi proposer ces supports-là à nous, éditeurs, pour justement mieux appréhender et mieux répondre aux besoins du client. Et après, effectivement, proposer un éventail de services techno, d'API. Ce qu'on appelle l'API, c'est qui permet justement de plugger notre système à l'API, effectivement, des GDS, avec aussi toutes les documentations qu'on veut. Mais pour ça, en fait, il faut vraiment un échange constant entre les GDS et nous. Nous donne tout sous forme de newsletter ou autre de roadmap qui nous mettent un peu dans la confidence, savoir un peu qu'est-ce qu'ils vont faire. Et nous aussi, qu'on leur apporte un peu toute notre roadmap pour voir comment on peut faire matcher justement les deux. Donc, c'est important justement d'avoir un échange, d'accélérer justement les échanges avec les GDS pour justement gagner du temps, nous aussi, puisque quelquefois c'est plus simple de juste aller chercher une fonctionnalité que les GDS pourraient proposer plutôt qu'aller chercher ça ailleurs. Donc, voilà, donc je dirais que c'est avant tout l'échange qu'il faut accroître sur les 5 prochaines années entre nous, éditeurs logiciels, et les GDS. Ok, c'est très clair. Voilà. Juste rajouter un exemple qui est très parlant, c'est la NDC. Ouais. La NDC, quand même, il y a eu, elle est née entre guillemets dans l'idée de bypasser les GDS. Ouais. Et donc, on a vu fleurir énormément de solutions auxquelles, notamment sur certaines d'entre elles, on est connecté. Et puis, qu'est-ce qu'on voit maintenant finalement? C'est que ce sont probablement les GDS qui étaient censés être squeezés, qui vont être en fait ceux qui vont vraiment accélérer le développement de la NDC. Amadeus propose son NDCX, Sabre a également le sien, Travelport également. Et voilà, donc je pense qu'on a bien vu les choses. On est dans un monde de la distribution. Dans la distribution, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils. Il y a des gens qui doivent travailler ensemble pour le client final. Et donc, je pense qu'au final, on va trouver des façons de travailler. Et même les GDS qui sont extrêmement gros sont capables de s'ouvrir à d'autres offres, consolider ça et faire avancer, parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est
que le client, effectivement, quand il réserve son vol, qu'il puisse choisir plus de services, voir une meilleure visualisation de la cabine et ainsi de suite. On sait que ça passe par du NDC. Les GDS l'ont compris, ils proposent ça et ils vont donner, je dirais, la force de leur capacité de développement et de leur structure pour pouvoir pousser cette solution pour le bénéfice de tout le monde. Voilà, je trouve que c'était un bon exemple en fait de comment tout ça évolue et le fait que, au final, on trouve des façons de travailler ensemble. Oui. Alors, avant de parler du dernier sujet que j'avais en tête, les questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Ça va être, voilà, alors, on arrive sur la fin du webinaire. On attend donc de vos questions pour pouvoir y répondre en direct. J'ai juste envie de rebondir sur un sujet que Pierre-François a évoqué, et c'est tout à fait en relation avec ce que Pierre disait. Donc le GDS, effectivement, voilà, on a vu en tout cas sa capacité, grâce à sa capacité technique, à ses capacités techniques importantes, à prendre les sujets du marché, notamment la NDC, tu viens de le dire, oui. Pierre. Donc moi, je vais rebondir sur le sujet micromobilité, parce qu'effectivement, vous corpo qui nous écoutez, c'est sûr que la micromobilité, c'est un des sujets, une des demandes, on va dire, qui va s'accroître au fur et à mesure des années, avec le contexte qu'on vient de vivre, mais pas que, avec aussi les nouvelles générations d'employés, de collaborateurs que vous avez en interne. Donc, je pense que la micromobilité, effectivement, c'est probablement, peut-être, parce qu'on parle d'avenir, un des sujets, effectivement, sur lesquels les GDS vont peut-être devoir réfléchir. On parle beaucoup aujourd'hui d'air, de train, d'hôtels et de location de voitures. À quand, pourquoi pas, la micromobilité via GDS, via vos outils. C'est des questions. La question est ouverte. Oui, alors sur ça, j'avoue que je suis un peu plus timoré. Toujours, d'abord, c'est l'utilisateur. Et la UI, en fait, l'expérience utilisateur, on va dire, d'un OBT et l'expérience utilisateur, je ne sais pas, d'une solution comme FreeNow, Uber, c'est quand même assez différent. Et je me demande, en fait, est-ce qu'en voulant absolument mettre l'un dans l'autre, est-ce qu'on ne va pas un peu ruiner, en fait, l'expérience utilisateur? Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ce qu'on constate quand même beaucoup, c'est qu'alors que nos outils permettent tout à fait à quelqu'un de réserver son vol, son hôtel, sa voiture et ainsi de suite, son train, dans le même dossier, en fait, ce qu'on constate, c'est quand même les gens vont de façon itérative, l'un après l'autre, prendre les différents services. Et donc, le côté de dire je commence et je réserve tout de suite, même mon taxi, j'y crois assez peu. Et je trouve que les solutions qui se sont vraiment développées de façon extrêmement intéressante, enfin les apps qu'on a maintenant pour sélectionner ce genre de service ou même la trottinette, sont vraiment très belles. Voilà, je trouve qu'il est plus intéressant probablement peut-être qu'une solution expense se connecte à ces choses-là pour récupérer les frais et ainsi de suite et consolider ça ensuite en termes de total cost pour le corpo. Mais par contre, je pense qu'il y a probablement des limites. Il faut chercher quelquefois d'aller trop loin. En fait, on va amener de la lourdeur sur des solutions qui, au contraire, ont besoin d'être libres, de s'adapter vraiment à la meilleure offre possible en termes de UI. Ok, tout à fait. Alors, moi, c'est vrai que je rebondis sur ce que dit Pierre. Nous, au tout début, on voulait justement merger les deux, c'est-à-dire être un mass, faire aussi bien donc mass mobility as a service, c'est-à-dire faire aussi bien la micro-mobilité que la macro-mobilité, donc dans le même outil, faire ce qu'on appelle du porte-à-porte et de la réservation porte-à-porte. Et en fait, on s'est aperçu effectivement qu'on était un peu naïf, que tout allait être fluide et qu'il y allait y avoir une offre et une réponse à cette offre qui allait exploser. En fait, on s'est aperçu que le client est un peu frileux parce que c'est trop nouveau pour lui et il voit ça plus comme un risque qu'autre chose, d'avoir effectivement un enchaînement de réservations avec les synchros qu'on peut aussi imaginer, entre un taxi, un train, un avion, etc. S'il y a puis il y a un report de responsabilité entre les. Donc ça peut être effectivement un problème. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appris de ça pour justement l'intégrer dans l'outil qui est plus macro-mobilité, donc train, avion, hébergement, location de voiture, pour justement donner plutôt des résultats que la personne n'a pas en général fait. En général, quand quelqu'un dit je veux aller à Marseille, il se dit bon, j'ai le choix entre le train et l'avion. Alors, comment je vais jusqu'à la gare ou l'aérogare? Je vais mettre à peu près 1 heure ou 3/4 d'heure, etc., en fonction de là où j'habite. Ensuite, il y a effectivement le temps à l'aéroport et autres. Donc, nous, on a simplifié ça en disant que si on part de centre-ville à centre-ville, on donne la durée porte à porte, vraiment noyant justement la macro-mobilité. C'est-à-dire qu'on ne remet pas en question le
transport principal, qui est le train ou l'avion. Quoique sur la côté co-responsable, là, effectivement, on le met en avant, on met en avant effectivement le côté calcul carbone, etc., etc. Et l'économie carbone a utilisé justement un train plutôt que ce que la personne pourrait utiliser en majorité du temps par rapport à un trajet. Donc ça, on le met effectivement d'office et on le collecte en fait en permanence pour l'utilisateur. Donc ça, c'est un côté important. Donc il faut la durée porte-à-porte, c'est important parce que justement, ça permet d'éviter que la personne se refasse le calcul en se disant j'ai un rendez-vous à 11 heures, mais en fait, est-ce que je prends le train à l'avion? C'est peut-être plus risqué de prendre le train, alors qu'en fait, non, en lui disant tout de suite, non, à 10h50, tu seras à ton rendez-vous. C'est de l'information, voilà. C'est de l'information d'aide au choix finalement. C'est ça. Donc ça, vraiment, on s'inscrit là-dessus pour vraiment faciliter le choix plutôt train, justement, sur le côté national. Et effectivement, après, on a aussi la productivité, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on a un rendez-vous important, mais si la veille, la personne est ultra chargée, elle sait que dans le train, par exemple, elle sera amenée à avoir un peu plus de temps utile au niveau productivité. Donc ça aussi, on le met aussi sur tous les critères. Donc comme ça, la personne a vraiment tous les outils en se disant non seulement je vais arriver à l'heure à mon rendez-vous, en plus avec un côté écologique qui est beaucoup plus intéressant. Et en plus, j'aurai largement le temps de préparer mon rendez-vous parce qu'effectivement, j'aurai 1 heure de temps utile supplémentaire en prenant le train plutôt l'avion. Donc ça, on le met effectivement. Et c'est en permanence ces fonctionnalités-là qu'on met pour justement répondre à ce que tu disais, la micromobilité. Parce qu'effectivement, la micromobilité, c'est plus vu, si on réserve tout d'un bloc, plus vu comme plutôt un stress pour l'utilisateur, à se dire mon train il est en retard, mon avion est en retard, est-ce que mon taxi va partir, etc. Et quid de la mauvaise foi entre le taxi, etc. Mais oui, je vous attendais, mais non, en fait, il vaut mieux en général que la personne se retrouve avec des outils, transport en commun, location de voiture, etc., et qu'il le fasse à la fin. Donc ça, nous, on essaie effectivement de travailler là-dessus parce qu'il y a des gros acteurs qui nous demandent justement de fusionner les deux. Mais il faut que ça soit vraiment vu comme un avantage et pas comme juste une prouesse technique à dire je mets tout. Et en fait, c'est ingérable parce que dans les faits, les gens sont stressés. Ils vont dire non, je veux surtout pas avoir quelque chose. Voilà. Donc c'est vraiment ça. On a appris ça de notre expérience depuis 6 ans, de ne pas noyer forcément la micro dans la macro-mobilité. Oui, donc en fait, le résumé finalement sur la question de micro-mobilité, c'est OK, c'est un service qui peut être demandé. Par contre, ça peut être au détriment de l'expérience utilisateur. Et de vouloir absolument tout mettre ensemble parce qu'en fait, je pense la micromobilité, c'est quand même essentiellement le téléphone portable. Nous, ce qu'on constate, c'est même si on peut réserver sur le téléphone portable sur Rydoo, 99% des gens utilisent le PC parce que réserver un vol et ainsi de suite, on veut prendre son temps ou chercher sur une carte pour un hôtel, c'est quand même plus facile sur un écran d'un PC ou d'une tablette que sur un téléphone. Alors que la micromobilité, il y a vraiment l'intérêt, j'ai ça, je vois où est mon taxi, où est ma trottinette, où est ma voiture, je vais pouvoir les débloquer. Donc voilà, je pense qu'il faut, par contre, je pense qu'il ne faut rien s'interdire parce qu'on ne sait pas comment les choses vont évoluer. On voit maintenant les téléphones qui peuvent s'ouvrir en deux. Donc, effectivement, du jour au lendemain, on peut passer d'un téléphone avec un écran petit à un truc vachement grand. Donc là, on peut se dire, ah ben non, à ce moment-là, il y a peut-être un intérêt à avoir ce genre de choses-là. Après, que les solutions puissent discuter entre elles aussi, c'est des choses probablement qu'on peut étudier. Mais voilà, il faut toujours faire attention de ne pas vouloir, avec nos grosses pattes, essayer de casser un truc qui marche super bien. C'est toujours un peu le risque. Ok, ça marche. Bon, après, en conclusion rapide de tous les sujets qu'on a évoqués, je pense qu'on peut clairement se dire que le choix d'un SVT vis-à-vis d'un GDS, etc., c'est avant tout penser expérience utilisateur, parce que c'est finalement la clé. Voilà, c'est penser le temps que le collaborateur a passé à réserver son voyage. Il veut toujours que ça aille le plus vite possible, qu'il se pose le moins de questions possible. Donc pour ça, effectivement, on travaille l'expérience qu'on va pouvoir lui donner et forcément l'offre qui va pouvoir être distribuée via ces outils pour qu'il se pose encore une fois le moins de questions possible et qu'il trouve rapidement ce qu'il cherche au prix souhaité en l'occurrence. Voilà, et puis parlez-en bien sûr avec votre agence de voyage parce qu'elle sait, pour elle aussi, c'est extrêmement structurant. Une agence qui a toujours travaillé, je ne sais pas, avec Sam, si vous lui dites « Ah non, moi je veux absolument que vous bossiez avec Amadeus », c'est juste impossible en fait. C'est très compliqué. Donc voilà, discutez avec les différents acteurs parce que eux savent quand même comment les choses fonctionnent et
ils ont des choses très structurantes chez eux qui ont déjà été mises en place, ils travaillent avec tel ou tel GDS, pousser tout de suite vers une autre solution, c'est compliqué. C'est compliqué. Merci. Est-ce qu'on a des questions du coup qui nous sont arrivées? Donc c'est qu'on a a priori non, donc c'est qu'on a été très clair a priori. Merci en tout cas à Pierre-François et à Pierre de votre participation pour The Trip et Rydoo. Merci donc vous qui nous avez écoutés. Et donc encore une fois, ce webinaire sera en replay disponible depuis la rubrique news du site internet d'Axis Odyssée. Bonne journée, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.